Donc, la dernière fois pour l'algorithme AES, on a introduit l'algorithme AES qui permet de faire un chiffrement symétrique. Donc, avec des blocs, on a dit c'est avec des blocs de 128 bits. Donc, la taille du bloc 128 bits. On a dit qu'il y a plusieurs rondes qui se ressemblent. Donc, soit 10 rondes ou bien 12 ou bien 14. Donc, la version de AES utilisée, utilisée dans SSL et tout. Donc, on utilise le nombre de rondes 10 avec la taille de clé 128 bits. Donc, on a vu la dernière fois une ronde, ce qu'on exécute dans une ronde, les opérations qu'on exécute. On a dit qu'il y a l'opération d'abord add round k qui permet de faire quoi? De faire juste l'addition, là, le XOR modulo 2, d'accord, avec le texte qui est sur 128 bits, un bloc, avec K0, d'accord. Donc ça, c'est la phase initiale. Ensuite, je vais répéter 10 rounds. Et chaque round, il y a 4 opérations. Donc, subbytes, shift rows. Donc, il y a 4 opérations. On a défini les 4 opérations. On les a définies. D'accord. Par exemple, subbyte, c'est quoi? Donc, il y a add round k. Donc, là, c'est l'étape initiale. Donc, on va écrire, par exemple, notre texte ici. On va l'écrire sous forme de matrice. D'accord. A, on va coder en format hexadécimal. D'accord. On aura une matrice de 128 bits. D'accord. Donc ici, si je prends A par exemple, il est sur combien de bits? Il est sur, donc le 0 je vais l'écrire sur 4 bits, 0 aussi sur 4 bits, donc on aura 8 bits, donc fois 4 c'est 32, donc on a 4 cases ici, fois 4 cases, 32 fois 4, ça va nous donner 128 bits. Donc là, il y a le mot qu'on va chiffrer, il est sur 128 bits. D'accord? Maintenant, si vous avez remarqué ici, donc il y a il manque les 2 cases. Donc, ma colche bit, c'est 2 cases. Chaque case, elle est sur 8 bits. D'accord, on va la coder sur 8 bits. Madame, s'il vous plaît, il n'y a plus de partage. Ah, il n'y a plus de partage. Ok. Parce qu'il n'y avait plus de connexion à un moment. D'accord, ok. C'est bon comme ça? Vous arrivez à voir? Oui, c'est bon. Très bien. Ok. Donc là, je répète. Donc les étapes AES, on a défini, mais je vais faire un rappel parce qu'on n'a pas terminé la description de l'algorithme AES. Donc on a notre texte qui est sur 128 bits. Parce que dans AES, on chiffre des blocs de 128 bits. D'accord? Donc, je n'ai pas activé l'automatique. Donc, ça, c'est l'étape initiale. Donc, normalement, l'étape AES step 0 add round k, je prends mon mot, je l'ai expliqué ça, je prends mon mot, je vais faire une addition avec la clé K0. D'accord? Parce que si vous allez regarder ici, add round k, donc ça c'est l'étape initiale. Ça c'est l'étape initiale. On a le texte, notre texte. On a add round k, donc la clé 0. Je vais faire une addition, un XOR avec notre bloc. Ensuite je vais exécuter les 4 opérations d'une ronde. Et la 4e opération c'est quoi? C'est juste une addition avec la clé K1. Donc, il y a 10 clés qu'on va générer à partir de la clé 0. On a K0, K1, K2 parce qu'il y a 10 rounds. D'accord? On a expliqué les 4 étapes. Qu'est-ce qui est resté là à expliquer? Il reste à expliquer comment je génère les clés.
On a la clé K0 qui est sur 128 bits. K0, comment je vais générer la clé K1, K2 jusqu'à K10. D'accord? Donc c'est ce qui reste à expliquer. Donc la première étape, c'est de décrire le mot sur une matrice. D'accord? Ensuite, faire un XOR avec la clé en binaire. La clé, elle est du même taille que elle est sur 128 bits. Ensuite, je vais exécuter subbytes. D'accord? Subbyte, ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque valeur de mon mot d'état, chaque valeur, elle est remplacée par une valeur de la table SBox. Et on a donné la table SBox. Par exemple, ici, la valeur 00, je vais regarder 00, je vais la remplacer par 63. Donc ça, c'est la première étape qui permet de faire une substitution. La deuxième étape, c'est pour exécuter une rotation. Donc la ligne 0, je vais faire une rotation de 0. La ligne à droite, rotation 1. Regardez ici. Donc F2, je vais le ramener ici. 63, je vais le ramener ici. D'accord? Là, je vais faire une rotation de 3. C'est-à-dire 7D, je vais le ramener ici. C'est 7D au lieu de C9. On a une rotation de 3 cases. Maintenant, D4, je vais le ramener ici. Donc, on a une rotation de 3 rotations, la ligne 3. Je vais considérer que ça, c'est la ligne 0, ligne 1, ligne 2, ligne 3. D'accord? Troisième étape, c'est mix colons. C'est là où je vais multiplier ma matrice résultat de l'étape 3, parce que l'étape 3, c'est le résultat. Je vais multiplier par une autre matrice qui est bien définie par les concepteurs de l'algorithme AES. D'accord? Donc, la multiplication, donc ici, multiplier les bits, il y a une méthode de faire une multiplication. Donc, d'abord, multiplication, c'est-à-dire je vais multiplier la ligne fois la colonne. D'accord? Uni fois la colonne. Et je vais les écrire sous forme de bits. Donc, lorsque je vais multiplier par 0,1, ça va me donner, donc regardez ici, je multiplie par 0,1. Lorsque je multiplie par 0,1, ça me donne le même nombre. C'est-à-dire ça va me donner le même nombre. 4, 1, 0, 0, 1, 0, je multiplie par 0,1, ça va me donner ça. D'accord? Lorsque je veux multiplier, il y a seulement multiplication par 1, ou bien 2, ou bien 3. Regardez cette matrice. D'accord? Lorsque je multiplie par 0,1, ça veut dire que j'aurai le même nombre. Lorsque je multiplie par 3, je ne peux pas multiplier par 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier, lorsque je veux multiplier par 3, je vais l'écrire multiplier par 2 et par 1. D'accord? C'est-à-dire un nombre qui est multiplié par 3, je vais le multiplier par 2 plus le même nombre par 1. Et par 1, je sais comment multiplier par 1, ça va me donner le même nombre. Et par 2, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux cas. Soit le bit le plus fort, donc on a le bit le plus faible ou on a le plus fort, c'est-à-dire à gauche. Donc si c'est un 0, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une rotation de bits où je vais mettre 0. Vous voyez une rotation. Donc on a 1, 1, 0, 0, 3, 0, 1, 1. D'accord, je vais le ramener à droite. Donc, s'il y a un 0 ici, donc s'il y a un 1, c'est le cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une rotation, je vais faire une rotation, mais ici, je ne vais pas mettre 1, parce que normalement, lorsque je vais faire une rotation, j'ai fait une rotation, là, j'ai ramené le 0, une rotation à droite. Là, j'ai fait une rotation, mais je ne vais pas normalement qu'il y ait un 1, je ramène un 1. Puisque c'est une rotation. Mais je vais mettre un 0 ici. Et autre chose aussi, je vais faire l'addition avec un nombre. Le nombre toujours, lorsque je multiplie par 2, je fais une rotation. Je mets 0 plus le nombre. D'accord? Ensuite, ce qui reste ici, c'est juste des additions, la modulo 2 ou la CD XOR. Vous pouvez refaire l'exercice. Vous allez retrouver à la fin 62 en hexadécimal. Et continuer si vous voulez le tableau. Maintenant, j'arrive, puisqu'on a expliqué quand même les étapes.
de l'algorithme AES, subbyte, c'est-à-dire ici c'est remplacer, utiliser la table de substitution. Shift c'est pour faire les rotations. Mix c'est lorsqu'on a fait une multiplication. Là, on est arrivé à l'étape add round key. Add round key c'est pour faire l'addition avec une clé. Le problème c'est comment générer la clé. On a une clé 0, comment générer la clé 1, 2, 3. Donc la clé 2 elle est générée à partir de la clé 1. La clé 3 elle est générée à partir de la clé 2. La clé 5 elle est générée à partir, c'est-à-dire à partir de la clé précédente. D'accord? Donc, pour générer les clés, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser deux règles. Deux règles, d'accord? Donc, il faut d'abord comprendre la clé. La clé, elle est sur 128 bits, d'accord? On la divise sur 4. C'est le même principe que le mot. Par exemple, on a le mot ta'na. Il est sur 128 bits. On a, il est sur 4 lignes. D'accord? C'est le mot ta'na. Regardez le mot qu'on veut chiffrer. AES uses a matrix. D'accord? Donc, on va coder chaque lettre. Par exemple, A, on va coder 0, 0. Le E, c'est 0, 4. Le S, c'est 12. C'est pas le même principe qu'on a utilisé pour le chapitre précédent. D'accord? C'est le codage hexadécimal. X, 23. D'accord? Le M, par exemple, c'est OC. Z, c'est 19. D'accord? Là, c'est 8 bits. Parce que C, je vais l'écrire sur 4 bits. Si je vais recoder en codage binaire. D'accord? Donc, c'est-à-dire 8, ou tout ça, c'est 128. Le même principe, les clés. D'accord? La clé la clé K1. Donc, je n'ai pas donné ici la clé 0. Donc, j'ai donné la clé K1. Et à partir de la clé K1, je vais générer la clé K2. C'est ce que je vais vous montrer ici. Et les autres clés, on va les générer de la même manière en utilisant les deux règles. Il suffit d'avoir les deux règles. Donc, il faut comprendre qu'une clé K1, elle a 4 mots. C'est-à-dire les lignes à la clé. Le mot W0, word 0, word 1, word 2 and 3. D'accord? Donc, je veux générer la clé N, c'est-à-dire la clé 2, ou bien 3, 4, 10. On a 10 rounds, d'accord? Qu'est-ce que je vais utiliser? Si je veux générer le mot I, c'est-à-dire autre que 0, si je veux générer le mot 0, par exemple, on a K2, W0, je vais utiliser la règle 2. D'accord? K2, W0 égale à quoi? Égale à Kn-1, W0. Maintenant, le mot 0, tu as la clé Kn-1. XOR, subbyte, c'est-à-dire je vais utiliser la table de substitution qu'on a utilisée les premières étapes. On va faire un exemple. D'accord? Subbyte de quoi? De tout ça. De Kn-1, la clé Kn-1, mais le mot 3. Le mot 3 de la clé Kn-1, c'est-à-dire la clé précédente. Où là, je suis en train de calculer K2. Là, c'est le mot K1, la clé K1 ou le mot 3. Qu'est-ce que ça veut dire Hadaya supérieur à 8? C'est une rotation de 8 bits. 8 bits, ça c'est 8 bits. C'est-à-dire je vais faire une rotation d'un mot. D'accord? XOR R-COND-I. R-COND-I, c'est un tableau bien défini dans l'algorithme AES. Donc je vais vous le montrer ici, R-COND-I. Parce que la clé I, d'accord? R-COND-I, voilà le tableau, je vais vous montrer d'abord. Donc R-COND, ça dépend les rounds. Donc si je veux calculer la clé 2, R-COND, je vais utiliser 2, R-COND 2, les 4, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0. Donc si je veux générer la clé 8, je vais utiliser le mot, d'accord? La colonne. Si je veux générer la clé 10, d'accord? On va faire une application. Est-ce que c'est clair? On a pour générer une clé, la génération d'une clé, le premier principe c'est que si je veux générer K2, il faut avoir K1. Je la génère à partir de K1.
D'accord? Ou il faut utiliser les deux règles. Très bien. Donc moi je veux générer K2 W0. Pour générer la clé K2, il faut générer W0, W1, 2 et 3. Donc W0, je dois utiliser la règle 2. D'accord? La règle 2, c'est-à-dire je vais calculer un XOR entre quoi? Entre la clé K1, parce que je n'ai N, 2, donc K1 W0. Donc K1 W0, c'est-à-dire ça. D'accord? Subbyte, le XOR avec subbyte. Donc ici Kn c'est 2, donc K1 W3. Donc c'est-à-dire je vais utiliser ça avec une rotation. Je ne vais pas utiliser exactement ça, mais je vais faire une rotation. Maintenant 7F, je vais le mettre ici, 67 ici. Donc la rotation. Donc je vais avoir un mot avec après une rotation et je vais faire une substitution. Le XOR RCOND. RCOND I c'est RCOND 2, puisque je veux générer la clé 2. Donc là c'est I, normalement c'est 2. D'accord? C'est pas I, mais c'est N. D'accord? Donc, d'après la règle 2, puisqu'on veut générer K2 W0, c'est-à-dire le mot W0 de la clé K2. Donc, on va juste appliquer. Donc, Kn-1, ça va être K1, W0, XOR. Donc, je vais mettre ici, au lieu de N-1, c'est K1 de W3 après une rotation, XOR RCOND 2. Donc, j'ai corrigé, c'est RCOND N. D'accord? RCOND 2. Donc, tel que, où je mets un mot supérieur 8, c'est une rotation à droite du mot W. Là, c'est le mot. Là, c'est une rotation. D'accord? Donc, on a ça. Donc, je vais remplacer K1W0 par ça, OF15. D'accord? K1W0, c'est ça. Je vais remplacer K1W3 avant une rotation, ça va être le mot. D'accord? On aura ça. Donc, ça, c'est K1W0. Donc, c'est 0F15, 71, C9. Ensuite, subbyte de K1W3, c'est-à-dire ce mot-là. D'accord? C'est LCount. LCount, je vous ai montré tout à l'heure. LCount, c'est un tableau qui est défini par les concepteurs de l'algorithme. Donc, je veux calculer la clé 2, je vais utiliser la colonne 2, c'est-à-dire 0, 2, 3, 0. D'accord? Après, qu'est-ce que je vais faire? C'est juste un XOR. Je vais écrire chaque mot en des bits de 0 et de 1. Par exemple, ici, c'est 0, 4, 0, 0, F. Le F, c'est 4, 1. D'accord? 1, triple 0, 1, ainsi de suite. Et je vais faire le XOR entre les trois mots. Je vais avoir le mot, la clé, le W0 de la clé K2. Là, je n'ai pas toute la clé. On a une partie de la clé parce que la clé AES, elle est sur 128 bits. Là, on a trouvé que le quart de la clé. On a trouvé W0. D'accord? Je peux l'écrire sous forme hexadécimale. Donc, ça, c'est D, ça, c'est F, ainsi de suite. D'accord. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? C'est bon, je peux continuer. Très bien. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu comment générer la clé W0. On a utilisé la règle 2 parce que la règle 2 permet de générer la clé W0, c'est-à-dire ça. Mais pour générer W1, W2, W3, il faut utiliser la règle 1. Et la règle 1, elle est plus facile, c'est-à-dire il n'y a pas
beaucoup d'opérations pour générer les mots W1, W2, W3 de chaque clé. D'accord? Donc si on veut générer, donc tout ça c'est pour générer K2, W0. D'accord? Donc si je veux générer, donc toujours ça c'est K1. K1, donc c'est donné dans l'exercice, donc W0, W1, 2 et 3. Donc pour calculer K2, W1, donc parce qu'on a calculé W0, il reste les 3 autres. Donc on doit utiliser la règle 1. Donc il suffit d'utiliser ça. Donc K2, W1, d'accord, égale à quoi? Donc égale à K1, si je remplace n par 2, K1, W1, XOR K1 et K2. K2, W, donc là, normal, W0. Parce que je veux calculer le mot 1. Donc, c'est-à-dire 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour calculer le mot 1 de la clé 2, je vais utiliser le mot 1 de la clé précédente et le mot 0 de la même clé. Donc, d'accord? Donc, ici, donc vous avez un schéma qui explique cette notion-là. Donc, on a une clé. Par exemple, ça, c'est la clé K1. Si je veux calculer la clé K2, regardez, il y a le RCOUNT. Donc, pour calculer 0, d'accord? Pour calculer la clé 0 d'un mot, par exemple, le mot la clé K2, ou le mot 0, la clé K2. Je vais utiliser RCOUNT, donc sort de RCOUNT, de la substitution de quel mot? Du mot 3. Je vais substituer rotation. La rotation, ensuite la substitution, le mot 3. D'accord, c'est ce qu'on a fait. Ou la RCOUNT, oui. Le son s'est coupé, il n'y a plus de partage. Parce que la connexion... Bon. La connexion n'est pas vraiment bien, donc... Depuis quand? Bon, je vais continuer. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je ne sais pas depuis quand la connexion n'est pas... Je peux continuer. Les autres mots. Depuis le début. Pour W0, c'est bon. Vous avez compris pour W0? Oui, très bien. Ok. Donc pour W1... Donc W1, ce que j'ai dit ici, c'est que pour... bon, je reviens aux règles ici. Il y a deux règles. Donc pour générer le W0 de chaque clé, clé 1 jusqu'à 10, pour générer W0, on utilise la règle 2. Ou pour générer les mots W1, 2, 3 pour n'importe quelle clé, de n'importe quelle ronde, il faut utiliser la règle 1. Et la règle 1, elle est plus facile. Pourquoi elle est plus facile? Parce qu'il y a juste le XOR. Il n'y a pas beaucoup d'opérations pour les mots 1, 2, 3. D'accord? Donc, il n'y a pas subbyte, il n'y a pas une rotation, il n'y a pas utilisation de RCOUNT. Donc, il y a juste un XOR. Un XOR entre quoi et quoi? Donc, si je veux générer, par exemple, la clé W1, le mot W1 de la clé K2, qu'est-ce que je vais faire? En remplaçant ici, je vais retrouver W1. C'est le XOR entre quoi? Entre W1 de K1 et W0 de K2. C'est-à-dire le mot 0 de la même clé et le mot 1 de la clé précédente. Et c'est ce qui est montré dans le schéma. Pour calculer la clé K1, le mot W1 de la clé K2 par exemple, on a la clé K2 à partir de la clé K1. On va utiliser le XOR de quoi? Du mot W0 de la même clé. Regardez le XOR entre, si je veux générer W1. C'est W1 de la clé précédente et c'est W0 du même clé. Le XOR. D'accord? Schéma, ça explique les règles. Ou pour W0, mais pour W0 de chaque étape, de chaque clé, c'est le XOR entre trois mots. Le RCOUNT, regardez, c'est le XOR entre RCOUNT et le XOR entre le W0 précédent et
Ou le XOR, le troisième XOR, c'est quoi? C'est le mot 3 précédent, le mot 3. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter une rotation, ensuite une substitution, et je vais faire l'addition. D'accord? Une rotation, une substitution, ensuite le XOR avec... bon, je crois qu'il y a une erreur, mais chez l'addition avec... bon, il y a une erreur schéma. XOR avec LCount. Non, il n'y a pas... C'est un XOR avec LCount, parce qu'au début, c'était une erreur, bah, j'ai corrigé. Il y a le XOR avec LCount. D'accord? Le XOR avec LCount. D'accord? Donc, pour W1 de K2, c'est W1 K1 XOR W0 K2. Et je remplace, je prends le mot 1 de K1, c'est-à-dire ça, 47 D9 E8, ainsi de suite. Et le mot 0 de K2, c'est-à-dire ce qu'on a calculé dans l'étape précédente, ça, ce qu'on a trouvé, DF90. D'accord? DF90. Il suffit juste de faire un XOR. Donc le mot Naya, on va l'écrire sous forme de bit 1, 0, la même chose. Donc j'ai écrit tout ça la première ligne et tout ça dans la deuxième ligne. Il suffit de faire un XOR. Donc 0 XOR 1, 1, ainsi de suite. On aura le mot Hadaya. Je vous ai pas mis ici W2 et W3. D'accord? C'est la même règle. On va utiliser la même règle, le même principe. D'accord? D'accord? Le schéma explique les deux règles qu'on a utilisées. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué aujourd'hui. C'est comment générer les clés. Les clés de chaque round. Ensuite, donc ça c'est pour l'algorithme AES qui est très utilisé. Ensuite, j'ai pas rentré dans... Il y a un autre algorithme qui s'appelle IDEA. Donc, je vais pas rentrer dans les détails puisque j'ai rentré dans les détails tel AES. Donc, juste le schéma général de IDEA. D'abord, c'est un algorithme qui utilise des blocs de 64 bits. Sa clé, elle est aussi de 128 bits. Donc là, il a utilisé la même taille de bloc de DES. DES, le premier algorithme qu'on a créé, on a utilisé plus d'une vingtaine d'années. D'accord? Le problème de DES, pourquoi il n'est plus utilisé, c'est parce que la taille de la clé, elle est petite, elle est sur 56 bits. Donc IDEA, ils ont utilisé la même taille de bloc, mais ils ont augmenté la taille de clé pour augmenter l'espace de clé. D'accord, là, la taille de la clé, c'est le double du DES. D'accord, toujours l'algorithme IDEA utilise la combinaison de diffusion et de confusion. D'accord, donc diffusion, confusion, c'est utiliser la substitution. C'est le même principe qu'avec les algorithmes symétriques. Donc, parce que vous avez vu l'algorithme AES, on a utilisé la multiplication, on a utilisé la rotation, les opérations rotation, substitution, en utilisant la table Hadia. On a utilisé substitution, rotation, l'addition en forme de XOR. D'accord? Donc, toujours même dans DES ou bien IDEA, on utilise le même principe. Donc, dans IDEA, les opérations qu'on a utilisées, c'est le OU exclusif, l'addition modulo 2 à la puissance 16 et la multiplication modulo 2 à la puissance 16 plus 1. D'accord? Donc IDEA est plus long que l'algorithme DES, mais il est plus sûr parce que l'espace de clé, il est plus grand. Donc ça, c'est un schéma si vous voulez, de l'algorithme IDEA. Donc on a le carré plus, je ne sais pas si c'est bien. Bon, je vais vous envoyer le cours. Le carré, là où il y a plus, c'est l'addition modulo 16. Là où il y a cercle avec un plus, c'est la multiplication modulo 16. D'accord? Multiplication modulo 16. Donc il y a le bloc, il est divisé en 4, x1, x2, x3, x4. Donc, je vais exécuter les opérations. Le mot Z1, c'est la clé Z1, Z2, Z3, Z4. Elle est divisée sur 4. Donc, je vais faire une multiplication. Donc, une multiplication modulo 16. Une addition
Donc, les détails, donc il n'y a pas les détails ici, j'ai pas mis les détails. Donc, juste ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le même. Donc, il y a des opérations, des additions, des multiplications, il y a d'accord. Il y a des générations, il faut générer les clés. Dans la ronde 1, je génère une clé. La ronde, chaque ronde, il y a 7 rounds, il y a 7 rounds, ou la itération, je génère, c'est-à-dire je dois générer 7 sous-clés pour pouvoir faire le chiffrement et avoir à la fin le mot chiffré qui est Y1, Y2, Y3 et 4. D'accord? Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les algorithmes symétriques, on utilise les opérations substitution, le XOR, donc ici c'est une addition modulo 2 à la puissance 16, d'accord. On utilise l'addition, ça dépend, il y a des algorithmes c'est modulo 2, ici par exemple c'est modulo 2 à la puissance 16, il y a des rotations, il y a des substitutions, d'accord. Et il y a un nombre de rounds bien défini pour chaque algorithme. Donc sur ce, on a terminé ce chapitre. Donc on a vu un exemple d'algorithme en détail, AES. D'accord. Si vous n'avez pas de questions, je vais passer au chapitre suivant. Est-ce que vous avez des questions? Donc il y a des gens qui attendent. Très bien, donc je vais passer au chapitre suivant. Donc chapitre suivant, c'est voilà, c'est les algorithmes asymétriques. On appelle aussi les algorithmes à clé publique. Donc chapitre 3, c'est-à-dire les chapitres précédents, c'était les algorithmes symétriques. On appelle aussi à clé secrète. D'accord. Et vous savez qu'il y a un autre type d'algorithme, c'est les algorithmes asymétriques ou bien à clé publique. Donc, normalement, la première partie, vous avez compris les notions parce que je les ai expliquées dans le chapitre 1, c'est-à-dire pourquoi, même au TD, c'est-à-dire pourquoi il y avait la nécessité ou le besoin de créer les algorithmes asymétriques. Donc, le fait que les algorithmes, même si c'est les algorithmes à clé secrète, sont sécurisés et forts et surtout ils sont rapides, ils ont toujours, et même ils sont utilisés, hein, AES il est toujours utilisé, c'est-à-dire il est toujours sécurisé, il est sûr. Il y a toujours le problème de partage de clés. Comment partager le clé entre deux entités. D'accord? Donc ça c'est le problème majeur. C'est pour ça on avait besoin de créer tout un autre type. Vous voyez donc les opérations qu'on a vues. Les types. Les algorithmes. On a vu IDEA, le schéma général de IDEA. Donc c'est plus clair. C'est une round IDEA. Donc ce qu'on a vu en détail l'algorithme AES avec toutes les opérations, d'accord, tous les algorithmes symétriques, ils ont le même fonctionnement, c'est-à-dire c'est des itérations, c'est une addition avec une clé de round, clé d'une itération, et pour chaque itération il y a un nombre d'opérations qu'on va répéter, et où les opérations c'est quoi? C'est une substitution, une rotation, une addition, une multiplication. D'accord? Tout ça. D'accord? Mais pour les algorithmes asymétriques, c'est toute une autre philosophie. D'accord? Pourquoi? Parce que déjà, la première idée des algorithmes à clé publique, elle est apparue en 1976 par Diffie-Hellman. C'est la première idée de créer un algorithme asymétrique et régler le problème de partage de clés. Diffie-Hellman, c'est deux cryptographes, Diffie et Hellman.
D'accord? Donc, en 1976, il a... c'était la première idée, où l'idée t'as dit fait Hellman, c'était quoi? Donc, normalement, c'est un seul créateur. Diffie-Hellman, c'est un seul cryptographe, c'est pas deux. D'accord? Euh, le chiffrement, donc, qu'est-ce qu'il a dit, Diffie-Hellman? L'idée t'as c'est quoi? C'est que le chiffrement peut être public. Tout le monde pourra chiffrer. Seulement le déchiffrement qui est secret. D'accord? Tout le monde pourra chiffrer. C'est pas un problème. Après avoir l'idée, beaucoup de cryptographes, d'accord, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de créer des algorithmes cryptographiques où tout le monde pourra chiffrer, mais seulement celui qui reçoit le message pourra déchiffrer. D'accord? Beaucoup d'algorithmes ont été créés. À la fin, il y a certains algorithmes qu'on a jugés non applicables. Il y a des algorithmes qui sont, d'accord, qui sont plus sécurisés. Donc il reste un certain nombre d'algorithmes qu'on a utilisés par la suite. Donc, Diffie-Hellman, lorsqu'il a eu cette idée, il a créé un algorithme aussi qu'on va voir par la suite, c'est l'algorithme Diffie-Hellman. L'algorithme Diffie-Hellman, on va le considérer comme algorithme à clé publique. C'est pas un algorithme là, on va générer une clé publique et une clé privée comme vous avez compris le chapitre 1, c'est l'idée des algorithmes à clé publique, mais c'est l'algorithme Diffie-Hellman permet de partager une clé entre deux utilisateurs. D'accord? L'algorithme, on va le voir par la suite, l'algorithme Diffie-Hellman permet de partager une clé entre deux utilisateurs. D'accord? Donc, les algorithmes à clé publique, il y a, bon, j'ai sauté le slide. Pourquoi? Parce que vous connaissez le principe, si on a deux utilisateurs, chacun a une paire de clés publiques privées. Donc, si Bob veut envoyer un message à Alice, il va utiliser la clé publique de Alice. D'accord? Et Alice va utiliser sa clé privée. Donc le principe des algorithmes à clé publique, c'est que la clé privée et la clé publique, elles sont associées. D'accord? Et la clé publique, elle est calculée à partir de la clé privée, mais il est impossible de trouver la clé privée à partir de la clé publique. La clé publique, tout le monde pourra connaître. Mais il est impossible de connaître la clé privée à partir de la clé publique. Sinon, ça va être grave. Parce que le principe, c'est que la clé publique est connue par tout le monde. Si j'arrive à calculer la clé privée à partir de la clé publique, donc l'algorithme n'est plus efficace. Donc là, c'est le même principe. Ce que j'ai expliqué ici, c'est que les algorithmes à clé publique, c'est le même principe que les boîtes aux lettres ou bien même la messagerie électronique. Donc tout le monde pourra connaître votre messagerie électronique, c'est-à-dire votre adresse email par exemple. Tout le monde pourra vous envoyer un mail, mais c'est à vous seulement d'accéder aux emails. Vous avez votre mot de passe, vous pouvez accéder aux emails reçus. D'accord? Donc on a l'information publique, c'est votre adresse ou la boîte aux lettres. Mais, et la clé privée, c'est quoi? C'est le mot de passe qu'on utilise pour accéder à notre boîte. Donc, les algorithmes à clé publique, ils sont basés, parce que normalement, je m'attendais aux questions. C'est quoi comment on génère la clé privée la clé publique à partir de la clé privée? Et la clé publique, elle est connue par tout le monde, mais comment je peux pas calculer la clé privée à partir de la clé publique? Donc pourquoi? Parce que les algorithmes à clé publique, ils sont basés sur des problèmes mathématiques difficiles. D'accord?
Difficile, c'est-à-dire ça dépend des ressources de calcul. C'est-à-dire c'est possible de calculer, mais puisqu'on n'a pas les ressources nécessaires, donc c'est-à-dire les ressources de nos jours ne permettent pas de faire ce type de calcul. C'est pas, il est impossible. Parce que j'ai donné l'exemple à les fonctions de hachage à sens unique. Par exemple, une fonction de hachage, elle est à sens unique. Je ne peux pas revenir, même si j'ai beaucoup de ressources, même si, d'accord, même si je vais exécuter ça ou là, essayer plusieurs années, je reviens pas, je trouve pas la solution. D'accord, elle est à sens unique. Pourquoi? Parce que c'est des... Bon, on va expliquer ça lorsqu'on va parler des fonctions. Le principe, parce que c'est le principe. Tandis que pour les algorithmes à clé publique, je peux revenir. Mais le problème, c'est des ressources de calcul. C'est-à-dire, il me faut, par exemple, il me faut des années pour retrouver. Donc, ça sert à rien. Puisque les clés, on va les mettre à jour, par exemple, chaque 6 mois ou là, chaque année ou là. Et il me faut des années. Donc la sécurité de la majorité de ces algorithmes dépend de la difficulté de résoudre certains problèmes. Par exemple, le premier algorithme qu'on va voir, c'est l'algorithme RSA. RSA, il est basé sur le problème de factorisation des grands nombres, un grand nombre aléatoire, d'accord? Si je prends un très grand nombre, donc il n'y a pas un algorithme qui permet de factoriser. Donc je parle d'un très grand nombre, d'un nombre d'ordre de 100 chiffres, d'accord? 100 chiffres, c'est-à-dire, par exemple, là. Si je prends celui-là, ça prend du temps de factoriser. Bon, d'ailleurs, sur 5, ça va. D'accord? Pour factoriser, imaginez que c'est des nombres de 100 chiffres. Là, c'est une quinzaine de chiffres, d'accord? Parce que pour factoriser le nombre, il n'y a pas une méthode directe qui permet de factoriser en deux nombres. D'accord? En deux nombres premiers. Donc, s'il y a une méthode qui permet, ou là, les matheux, si un mathématicien pourra factoriser un nombre, un très grand nombre en deux facteurs premiers, l'algorithme RSA ne sera plus utilisé. D'accord? La méthode pour factoriser le nombre, c'est quoi? C'est de diviser par les nombres premiers. Par exemple, je divise par 3, par 5, par 7, par... D'accord? Bon, il y a des méthodes plus rapides, d'accord, qui permettent de trouver la décomposition en facteurs premiers, mais qui ne permettent pas de donner. Donc, ça prend du temps. D'accord? D'accord? Surtout si je prends un très grand nombre. D'ailleurs, dans RSA, j'utilise de très grands nombres pour générer les clés, les paires de clés publiques et privées. D'accord? Donc la sécurité de la majorité de ces algorithmes, pas seulement de RSA, donc dépend de résoudre certains problèmes mathématiques. Par exemple, le problème de factorisation. Donc il y a 3 types de problèmes. Donc il y a le problème de factorisation. Donc on va voir l'exemple de RSA. Il y a le problème de logarithme discret. Donc logarithme discret, il y a l'algorithme Diffie-Hellman. D'accord? L'algorithme Diffie-Hellman. Donc il est basé sur le logarithme discret. Donc c'est un algorithme qui permet de partager une clé entre deux utilisateurs ou là entre plus de deux utilisateurs. Il y a l'algorithme El-Gamal. L'algorithme DSA, donc ici, on va voir l'algorithme Diffie-Hellman et l'algorithme El-Gamal. Il y a le troisième type, c'est le troisième problème, c'est le problème de logarithme discret d'une courbe elliptique. D'accord? Et ici, c'est des algorithmes récents. Donc, je vais expliquer aussi un algorithme qui est basé sur le logarithme discret d'une courbe elliptique. Donc, l'avantage de ce type d'algorithme, c'est que les algorithmes sont rapides par rapport aux deux autres types. Les algorithmes qui ont un même niveau de sécurité que RSA, ils sont rapides. D'accord? Et la rapidité, la vitesse d'exécution, elle est très importante dans les algorithmes à clé publique. Pourquoi?
Parce que c'est ça le problème des algorithmes à clé publique. Le problème, c'est que ils sont très lents par rapport aux algorithmes symétriques. D'accord? Donc, avant de passer à l'algorithme RSA, je vais expliquer quelques notions de l'arithmétique modulaire parce qu'on a besoin dans RSA de connaître certaines notions. Donc, il y a certaines notions que vous connaissez. Par exemple, bon, il y a certaines. Donc, Naya, c'est ce qu'il faut connaître pour les nombres premiers. Donc, il est impossible de décomposer des nombres premiers de 100 chiffres. 100 et plus, c'est impossible de décomposer en un temps raisonnable. Donc, si j'ai n égale à AB, si je connais A et B, donc ça c'est le principe de la factorisation, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si j'ai A et B, la multiplication, elle est facile de calculer n. Mais c'est très difficile de calculer A et B à partir de n. D'accord? Si j'ai A et B, c'est facile, c'est ça. C'est ça le principe de calcul. C'est-à-dire à partir de la clé privée. Donc ça, on va considérer que A et B, c'est la clé privée. À partir de A et B, c'est facile de calculer n. Et n, c'est la clé publique. C'est difficile de calculer A et B à partir de n. C'est-à-dire, c'est ça le problème de factorisation. Donc, si on a A égale à B modulo n, je peux l'écrire sous cette forme-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il existe un K, un reste, un nombre K, pardon. Il existe un nombre K, un entier, tel que A égale à K fois n plus B. B, c'est le reste de la division de A par n. Donc ça, vous connaissez, puisqu'on a utilisé déjà le modulo dans la série 1. Donc si j'ai A égale à B modulo n et C aussi égale à D modulo n, je peux faire l'addition. Je peux dire que A plus C égale à B plus D et aussi la multiplication. Donc, c'est-à-dire A fois C égale à B fois D. Donc, d'accord. A à la puissance m modulo n égale aussi à A modulo n. C'est-à-dire, je peux réduire donc A à la puissance m modulo n. Je peux réduire le A. Ensuite, faire à la puissance m, d'accord. Un entier, on peut utiliser les résultats quand même. Un entier A est inversible, donc ça on a vu dans Zn, si seulement si A et n sont premiers entre eux. Donc là on a vu dans. Donc il y a le théorème de Bézout. Donc ceux qui ont fait maths, ils connaissent. Donc théorème de Bézout, donc si on a A et B des entiers et D, c'est le PGCD entre A et B. Donc, je pourrais, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Bézout? Il dit que il existe UV, des entiers UV, tels que on a AU plus BV égale à D. D'accord? Il existe UV, tel que AU plus BV égale à D. Mais il ne permet pas de retrouver, on ne pourra pas retrouver U et V. L'algorithme Bézout ne nous permet pas de retrouver U et V, mais ce théorème prouve l'existence de U et V. Et qui nous permet de trouver U et V, c'est l'algorithme d'Euclide étendu. On va voir un exemple. Là, on appelle U et V, c'est les coefficients de Bézout. Il y a un autre théorème. Le théorème, on peut l'utiliser dans l'algorithme de RSA qui permet de faciliter les calculs. Qu'est-ce qu'il dit le théorème de Fermat? Si P est un nombre premier, donc il faut que P soit un nombre premier et A non divisible par P. Donc ça c'est un exemple. A qui est non divisible. D'accord? Par P. Donc A qui est non divisible par P, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir A à la puissance P moins 1 égale à 1 modulo P. Par exemple, 2 à la puissance 30 égale à 1 modulo 31. D'accord? Comme exemple,
Pourquoi? Parce que P, donc ça c'est P, 31. C'est un nombre premier, il faut que ça soit premier d'après le théorème. Et A n'est pas divisible par 31. Donc on a toutes les conditions. Donc on a P premier. A n'est pas divisé par 31. Je pourrais dire que 2 à la puissance 30 égale à 1 modulo 31. Et ça permet, pourquoi j'ai donné des théorèmes? Parce que dans l'algorithme RSA, il y a même les algorithmes qu'on utilise à clé publique. On veut, par exemple, il y a des calculs, on veut calculer 2 à la puissance à une très grande puissance. Donc même avec la calculatrice, vous ne pouvez pas exécuter les opérations. Donc, on utilise les théorèmes pour, par exemple, si je veux calculer 2 à la puissance, je ne sais pas, 450. Si je sais que 2 à la puissance 30 égale à 1, même 2 à la puissance 450 égale à 1, parce que 450, je peux l'écrire sous forme 30 fois quelque chose. D'accord, on va voir des exemples en TD. Par exemple, il y a un exemple, théorème de Fermat, un autre exemple. 7 à la puissance 10 modulo 11, il y a 11 parce que c'est un nombre premier. 7 n'est pas divisé par 11, on a P-1. 7 à la puissance 10 égale à 1. Je peux dire que 7 à la puissance 100 aussi égale à 1. D'accord? Vous allez voir l'utilité de ces algorithmes. Bon. On a l'algorithme d'Euclide étendu. Je vais vous donner l'algorithme d'Euclide étendu. D'accord? Je crois que... Bon. Je vais vous donner l'algorithme d'Euclide étendu qui permet de calculer l'inverse de deux nombres. Parce que toujours on a parlé le chapitre 1 des inverses d'un nombre, chapitre 2, l'inverse d'un nombre. Je ne vous ai pas donné une méthode de calculer l'inverse. Je vais vous donner ici une méthode et on va faire un exemple. Bon, la méthode pour calculer l'inverse d'un nombre, c'est en utilisant l'algorithme d'Euclide. Pourquoi je dis étendu? L'algorithme d'Euclide permet juste de trouver le PGCD entre deux nombres. Étendu parce qu'il permet de trouver l'inverse s'il existe et aussi les coefficients de Bézout. Donc tout ça, l'algorithme, voilà l'algorithme d'Euclide étendu. Donc si je veux calculer l'inverse de A modulo B, voilà A et B, je vais utiliser des variables A1, A2, A3, B1, B2, B3 et T1, T2, T3. Au début, je vais initialiser A1, A2, A3, à 1, 0, A. Toujours, on a ça dans l'algorithme. Donc 1, 0, toujours 1, 0, ou l'A. L'A, c'est si je veux calculer l'inverse de B, modulo A. D'accord, je cherche l'inverse de B. Là, il me donne aussi le PGCD. Le principe de l'algorithme d'Euclide, c'est quoi? C'est des divisions successives. D'accord? On fait des divisions successives. C'est ça le principe d'Euclide, jusqu'à trouver le reste égal à 0. On a le B3, le reste, on a le B3. C'est pour ça que l'étape 3, bon, l'étape 2, c'est initialiser B1, B2, B3 avec 0, 1B. L'étape 3, je vérifie est-ce que B3 égale à 0. Ensuite, je vérifie est-ce que B3 égale à 1. Le B3, il représente quoi? Il représente le reste. On va voir par la suite lorsqu'on va calculer. B3, c'est le reste. Donc, si c'est égal à 0, le reste égal à 0. C'est-à-dire que je n'ai pas passé par 1, j'ai trouvé égal à 0. Ça veut dire que B moins 1 n'existe pas. Si B3 égale à 1, maintenant, normalement la prochaine fois, je vais retrouver B3, un reste égal à 0. Parce que l'algorithme d'Euclide, la condition d'arrêt, c'est 0. Le fait que je trouve B3 égale à 1, je vais dire que B moins 1 existe, ou B2. C'est l'inverse. D'accord? Ou l'algorithme, c'est des itérations. On va le répéter plusieurs fois jusqu'à avoir. J'ai dit B3 égale à 0. Ça se peut que B3 au début n'égale pas à 0. Je vais le répéter jusqu'à ce que B3 égale à 0 ou bien B3 égale à 1. Donc, si c'est pas égal à 0, si c'est égal à 0, je vais m'arrêter là. Mais sinon, qu'est-ce que je vais faire? Ou la 0 ou la 1. Je vais m'arrêter soit là ou bien là. Sinon, je vais calculer le quotient.
Le quotient, c'est quoi? C'est A3 sur B3. Donc, c'est-à-dire, c'est A sur B. Je calcule T1, T2 et T3. C'est égal à quoi? Donc, c'est égal à A1 moins Q fois B1. T2 égale à A2 moins Q fois B2. Si vous remarquez ici, A3 moins Q fois B3, c'est le reste. Parce que l'A3 ou le B3, c'est A et B. Voilà, A3 et B3. Donc, B3 fois le quotient, A3 moins Q, c'est-à-dire c'est A moins Q fois B. D'accord? A moins Q fois B, ça, T3, ça va être un reste. D'ailleurs, les étapes suivantes, qu'est-ce qu'on va mettre? A1, A2, A3, pour répéter, il va recevoir la valeur de B1, B2, B3. Ou le B1, B2, B3, il va recevoir la valeur de T1, T2, T3. D'accord? Et je reviens à l'étape 3 pour vérifier B3, est-ce qu'il est égal à 0 ou là? Bon, je ne vais pas tarder sur ça. Je vais passer directement l'exemple. D'accord? L'algorithme. Voilà l'algorithme. C'est pour calculer PGCD entre A et B ou bien l'inverse de B modulo A. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais initialiser A1, A2, A3 par 1, 0, A. 1, 0 et A. Par exemple, on va utiliser A26. Comme on a l'habitude d'utiliser, je vais utiliser l'inverse de 3. D'accord? Parce que vous connaissez que l'inverse de 3, c'est 9. Ou là, je vais initialiser B1, B2, B3 par 0, 1, B. 0, 1 et B. Ou le B, c'est 3. D'accord? Est-ce que vous suivez jusque-là? On fait juste une initialisation de A1, A2, A3 ou B1, B2, B3 par 1, 0, A ou 0, 1, 3. À la fin, je vais retrouver le PGCD entre 26 et 3 et je vais retrouver aussi l'inverse de 3 modulo 26. C'est le plus important parce que, bon, même le PGCD... D'accord. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour l'étape 3? J'ai fait les deux premières étapes. Si B3 égale à 0, est-ce que c'est égal à 0? Non. Donc, je vais passer à l'étape 4. Est-ce que c'est égal à 1? Non. Donc, je vais calculer le quotient de A3 sur B3. Les Houa A ou le B. Donc, quotient de 26 sur 3, ça va égal à combien? Le quotient, c'est 8. D'accord. Ou là, vous allez remarquer que le T3, Houa, le reste de cette division, donc c'est 2. Parce que T3, si j'arrive à l'étape 6, T3, c'est A3 moins QB3. Donc, c'est A3 moins Q fois B3. Donc, c'est-à-dire c'est 26 moins 8 fois 3. Ça va nous donner 2. On va calculer aussi T1 et T2. Donc, T1 égale à quoi? T1, c'est A1 moins Q fois B1. Donc, A1, c'est 1 moins Q maintenant 8 fois B1 fois 0. Donc, ça va nous donner 1. Ou le T2, c'est quoi? C'est A2 moins QB2. Donc, A2, c'est 0 moins Q qui est égal à 8 fois B2, les Houa 1. Donc, moins 8. D'accord? Donc, on a calculé T1, T2, T3. L'étape suivante, c'est une boucle. A1, A2, A3, je vais leur donner les valeurs B1, B2, B3. Maintenant, B1, B2, B3, 0, 1, 3. Donc, 0, 1 et 3. D'accord? Où le B1, B2, B3 vont avoir la valeur de T1, T2, T3. Donc, c'est 1 moins 8, 2. 1 moins 8 et 2. D'accord? Je reviens, l'étape 9, c'est quoi? C'est revenir à l'étape 3. L'étape 3, toujours, je vérifie B3, la valeur de B3. Est-ce que c'est 0? Non. Est-ce que c'est 1? Non. Donc, je continue. Je vais l'algorithme de Euclide. On a des divisions. Des divisions successives jusqu'à retrouver le reste, la colonne B3 égale à 1 ou bien 0. D'accord? Donc, les restes n'égalent pas à 0 ou 1. Je calcule le quotient, c'est-à-dire A3
اللي هو 3 sur B3. Donc A3 sur B3, c'est-à-dire 3 sur 2, je trouve 1. Ou le reste, c'est 1. D'accord? Je calcule T1 ou T2 ou T3. Donc, il y a T3, je trouve 1. T1, c'est quoi? C'est A1 à 0 moins Q, les ou 1, fois B1. Donc, c'est moins 1. Ou T2, c'est A2, les ou 1, moins Q, les ou 1, fois B2, moins 8. C'est-à-dire, c'est 1 plus 8. 1 plus 8, c'est 9. D'accord. J'aurais dû utiliser l'Excel ou utiliser la formule 9T1 ou T2 ou T3. Utiliser une formule ou... D'accord. Donc, j'ai calculé T1, T2 et T3. J'ai retrouvé moins 1, 9, 1. Ensuite, A1, A2, A3, c'est les valeurs de B1, B2, B3, c'est-à-dire 1, moins 8, 2. C'est l'algorithme qui vous permet de calculer les inverses. D'abord, d'accord. Si c'est... Ensuite, B1, B2, B3 reçoivent les valeurs de T1, T2, T3, c'est-à-dire moins 1, 9 et 1. D'accord. En effet, de l'étape. Go to 3. Go to 3, je vérifie est-ce que B3 égale à 0. Est-ce que B3 égale à 0? Non. Étape 4. Est-ce que B3 égale à 1? Oui, on a trouvé B3 égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les deux nombres A et B sont premiers entre eux. Parce que là, c'est le reste de la division. Donc, quand je continue, je trouve 0. Je cherche s'il y a 1, ça veut dire ils sont premiers entre eux. Si B3 égale à 1, alors B3, c'est le plus grand commun diviseur entre A et B. Et B-1 existe. Et B-1 existe, c'est quoi? C'est le B2. Ah, ou l'inverse. Voilà l'inverse. Est-ce que c'est clair ici? Voilà l'inverse. D'accord? On a trouvé l'inverse de 3 modulo 26. On a les coefficients de Bézout, puisque j'ai parlé des coefficients de Bézout. Les coefficients de Bézout, c'est B1 et B2. Ou le PGCD, le tableau, il nous donne trois choses. Il nous donne le PGCD, d'accord, ou le dernier reste avant 0, parce que si je continue, je trouve 0. Non, PGCD égale à 1. Si vous passez pas par 1, vous allez retrouver 0. Si on retrouve 0 directement avant le 1, ça veut dire qu'ils ne sont pas premiers entre eux. Ou le reste, l'avant-dernier, ça va être le reste avant-dernier. Donc, je peux pas. Donc, le B2, la case, la même ligne que 1, ça va être l'inverse. Ou les deux cases, ou en même temps l'inverse, ou en même temps, c'est un coefficient de Bézout. Donc, les coefficients de Bézout, les données tout à l'heure, c'est U et V, c'est moins 1 et 9. On peut vérifier parce que l'algorithme, le théorème de Bézout, il dit, il existe UV des entiers tels que AU plus BV égale à D. Donc A et B, c'est les nombres T1 à 26 et 3. UV, c'est il dit que ça existe, égal à D, ou D, c'est quoi? C'est le PGCD. On peut vérifier que A, c'est-à-dire A, c'est 26. On peut vérifier que 26 fois U, ça c'est U, c'est-à-dire fois moins 1, ça va nous donner moins 26, plus 9 fois 3, ça nous donne 1, parce que 9 fois 3 c'est 26, moins 27 moins 26, ça nous donne 1. D'accord? Oui? Madame? Oui? Il n'y a plus de partage? Il n'y a plus de partage. Oui. Et ça s'est coupé. Depuis tout à l'heure. Heureusement que... Depuis 2 minutes à peu près. 1 minute. Je peux arrêter, non?